Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans votre Grand News dans l'actualité en ce samedi 27 décembre 2025. Nous partirons au Nigeria où les États-Unis ont mené des frappes aériennes le jour de Noël contre des groupes présentés comme affiliés à l'État islamique. Une opération inédite annoncée par Donald Trump, le chef de l'État américain, mais qui soulève de nombreuses interrogations. Et telle est la question: qui a réellement été visé? S'agit-il de groupes djihadistes ou des réseaux criminels locaux? Et quelles sont les conséquences pour la stabilité régionale? Enquête et décryptage dans un instant dans votre Grand News. En vue de la présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon ajuste sa propre stratégie. Après avoir concentré son discours sur Gaza et les quartiers populaires, le leader de la France insoumise change de registre et place désormais l'économie au cœur de sa communication. L'objectif est clair: élargir son électorat, séduire les petites entreprises et se présenter comme une alternative crédible face aux grandes formations politiques. Analyse d'une stratégie de repositionnement politique dans quelques instants. La colère des agriculteurs continue après près de 2 semaines de mobilisation. Plusieurs barrages routiers ont été levés dans le sud-ouest, notamment sur l'A64 et l'A63. Les syndicats, eux, dénoncent le mépris du gouvernement, mais assurent avoir obtenu des avancées locales tout en promettant une reprise de mouvement dès janvier prochain. Analyse et témoignages dans un instant. Et puis ce soir, l'enquête du Grand News change de thématique et nous plonge dans l'une des plus grandes stratégies de l'aviation civile moderne. Le 1er juin 2009, le vol Air France 447 disparaît entre Rio et Paris avec 228 personnes à bord. Un crash en pleine nuit au-dessus de l'Atlantique et des années de mystère avant de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Est-ce des erreurs humaines, des défaillances techniques, des chaînes de responsabilité? Nous reviendrons sur ce drame et sur l'enquête qui a bouleversé le monde de l'aviation. Tout ça, ça sera à la fin de votre Grand News. Mais tout de suite donc, direction l'Afrique de l'Ouest et plus précisément le Nigeria. Pour la première fois, les États-Unis ont mené des frappes militaires sur le sol nigérien, affirmant viser des groupes affiliés à l'État islamique dans l'État de Sokoto. Une opération présentée comme une réponse à des violences contre les chrétiens, une alternative et une justification contestée par plusieurs experts et par les autorités locales. Derrière l'annonce politique, de nombreuses zones d'ombre demeurent encore. Est-ce des identités politiques, des groupes ciblés, un bilan humain, un pacte sécuritaire? Voici les éléments que nous avons pu récolter grâce à ce reportage. Regardez. Au Nigeria, les frappes américaines menées le jour de Noël dans l'État de Sokoto marquent une première dans l'histoire récente du pays. Selon Washington, les missiles, tirés depuis des drones et un navire positionné dans le golfe de Guinée, auraient visé des cibles présentées comme affiliées à l'État islamique. Le Pentagone affirme avoir agi à la demande des autorités nigérianes. Abuja confirme une coopération et assure avoir fourni des renseignements. Mais sur le terrain, peu d'éléments permettent d'identifier avec certitude les groupes touchés. Aucun bilan précis n'a été communiqué et aucune preuve indépendante ne confirme l'étendue des dégâts. Contrairement au nord-est du Nigeria, où l'insurrection djihadiste est structurée autour de Boko Haram et de la branche ISWAP, la situation dans le nord-ouest reste diffuse et fragmentée. On y retrouve des groupes criminels qualifiés de bandits, des factions armées locales et quelques mouvances djihadistes émergentes. Parmi elles, le groupe Lakurawa, parfois présenté comme proche de l'État islamique, une affiliation encore largement spéculative selon les chercheurs. Pour justifier ces frappes, Donald Trump évoque la volonté de stopper des massacres de chrétiens, un discours contesté par plusieurs experts qui rappellent que, dans cette région majoritairement musulmane, la plupart des victimes sont elles-mêmes musulmanes. Les violences mêlent rivalité locale, banditisme rural et tensions communautaires, bien au-delà d'une lecture strictement religieuse. Si l'opération répond aussi à une crainte américaine d'une résurgence de l'État islamique, son efficacité interroge. Sans présence au sol ni action sur les causes profondes du conflit, l'impact militaire pourrait rester limité, voire contre-productif. Certains analystes redoutent qu'elle renforce le discours djihadiste dénonçant une ingérence occidentale. Pour le Nigeria, l'équation est délicate. Coopérer avec Washington tout en préservant sa souveraineté. Politique toujours, Jean-Luc Mélenchon prépare déjà
La présidentielle de 2027, longtemps focalisée sur la question de Gaza et sur le soutien affiché aux quartiers populaires, le leader de la France insoumise opère désormais un virage plutôt stratégique. Il met aujourd'hui en lumière et en avant les questions économiques. Il s'adresse notamment aux entrepreneurs et cherche à créer un rapprochement avec des petites entreprises tout en maintenant son discours de rupture avec le libéralisme. Comment comprendre ce repositionnement de sa propre politique et à qui s'adresse-t-il vraiment? Élément d'analyse dans notre reportage. À 2 ans de la présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon ajuste sa stratégie politique. Après avoir consolidé son socle électoral autour des jeunes urbains et des quartiers populaires, notamment à travers une ligne très offensive sur Gaza, le leader de la France insoumise choisit désormais de déplacer le centre de gravité de son discours. Sans renier ses positions, il met désormais l'accent sur l'économie et multiplie les prises de parole à destination des entrepreneurs et des petites entreprises. L'objectif affiché, élargir sa base électorale et dépasser le noyau dur de ses soutiens actuels. La méthode demeure la même, celle de la conflictualisation. Mélenchon distingue les grandes multinationales, qu'il désigne comme adversaires, et les petites entreprises qu'il cherche à rallier à son projet politique. Il promet un nouveau pacte associant planification écologique, visibilité économique et stabilité des investissements. Autour de lui, le mouvement insoumis renforce également ses liens institutionnels avec les organisations représentatives des TPE-PME et prévoit plusieurs rencontres et colloques dédiés au monde de l'entreprise. Objectif: apparaître comme un acteur capable de dialogue et d'influence économique. Cette stratégie marque une volonté claire de crédibilisation programmatique, même si elle continue de susciter critiques et scepticisme chez ses adversaires politiques, qui pointent notamment le coût des mesures sociales et l'augmentation massive de la fiscalité envisagée par LFI. Entre repositionnement économique, volonté d'élargir son électorat et affirmation d'une rupture avec le libéralisme, Jean-Luc Mélenchon se prépare déjà pour 2027, avec l'ambition d'apparaître comme l'autre grande alternative au Rassemblement national. 15 jours de mobilisation, des autoroutes bloquées et une colère toujours aussi vive dans le monde agricole. Plusieurs barrages filtrés ont été levés ce vendredi, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques et en Gironde, dans les départements. Les agriculteurs protestent contre l'abattage systématique des troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire, une maladie virale qui touche donc les bovins. Si certaines avancées ont été obtenues localement, les syndicats, eux, préviennent. La mobilisation ne fait que marquer une pause et pourrait reprendre encore plus fort dès janvier prochain, en 2026. On vous explique ce que l'on sait dans ce reportage, images rassemblées par nos équipes. Après près de 2 semaines d'occupation des autoroutes, les agriculteurs commencent à lever progressivement certains barrages. Sur la 64, à Pau et à Hurth, comme sur la 63 à Cesta, les manifestants ont quitté les lieux après 12 jours de mobilisation. Une décision prise sans triomphalisme, mais avec le sentiment d'avoir fait bouger les lignes. Les syndicats dénoncent toutefois un silence et un mépris persistant de la part de l'exécutif. Au cœur de leur colère, l'abattage total des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale transmise aux bovins par des insectes. Les agriculteurs réclament des mesures plus proportionnées et mieux adaptées aux réalités du terrain. S'ils reconnaissent que leur demande n'a pas totalement abouti, ils saluent néanmoins des avancées concrètes, notamment à l'échelle départementale après plusieurs échanges avec les autorités préfectorales. Pour eux, ces discussions marquent déjà une première victoire. Mais la mobilisation n'est pas terminée pour autant. Certains barrages, comme celui de Carbone, près de Toulouse, restaient encore en place. Et sur d'autres axes, de nouvelles actions sont envisagées. Dans le Massif central, des projets de blocage plus étendus sont à l'étude, notamment sur la 75, avec l'objectif de relier plusieurs points de mobilisation. Les syndicats préviennent, le mouvement pourrait reprendre en janvier, avec une détermination intacte. Les agriculteurs affirment vouloir revenir encore plus fort, convaincus que leur mobilisation reste la seule manière de se faire entendre. Ce soir, dans l'enquête du Grand News, nous avons souhaité changer de thématique. Vous le savez peut-être, l'aviation, les avions et l'histoire des crashs aériens font partie de mes passions depuis de nombreuses années. L'univers aéronautique m'a toujours fasciné par sa précision, sa force humaine et technologique qu'il représente, mais aussi par les enquêtes menées à bien
après chaque accident pour comprendre, apprendre et renforcer la sécurité aérienne. Et parmi ces enquêtes, celle du vol Air France Rio-Paris qui occupe une place particulière. Ce crash survenu donc dans la nuit du 1er juin 2009 entre Rio et Paris a longtemps laissé derrière lui des zones d'ombre et des questions sans réponse et une douleur immense de 228 familles touchées par ce drame. Pendant des mois et puis des années après, les recherches ont mobilisé les moyens exceptionnels. L'avion reposait finalement en fond de l'Atlantique et il a fallu du temps, plusieurs années même, pour que la technologie et une détermination sans faille puissent retrouver les traces du vol Rio-Paris et enfin comprendre ce qu'il s'est réellement passé. C'est cette enquête à la fois technique, humaine et bouleversante que j'ai choisi de revivre avec vous ce soir. C'est l'enquête du Grand News et elle est signée, comme toujours, par notre journaliste talentueux Bernard Fleury. 1er juin 2009. Il est un peu plus de 2 heures du matin lorsque le vol Air France 447, en provenance de Rio de Janeiro et à destination de Paris, cesse soudainement toute transmission. À bord de l'Airbus A330, 228 passagers et membres d'équipage. L'avion survole alors une zone de forte turbulence au-dessus de l'océan Atlantique. Quelques heures plus tard, l'inquiétude laisse place à la stupeur. Des débris sont retrouvés en mer. Aucun survivant. Pendant longtemps, le mystère demeure. L'épave repose à près de 4000 mètres de profondeur. Les boîtes noires restent introuvables. Les familles attendent des réponses. Les enquêteurs s'interrogent. Que s'est-il passé dans le cockpit cette nuit-là? Au cœur de l'enquête, une première piste apparaît, les sondes pitot, chargées de mesurer la vitesse de l'avion. Elles givrent soudainement, entraînant une perte d'information. Le pilote automatique se déconnecte. L'équipage doit reprendre la main, en pleine nuit, au-dessus de l'océan. La situation se dégrade très vite. L'avion décroche. L'altitude chute. Les alarmes se déclenchent. Dans le cockpit, la confusion s'installe. Pendant près de 4 minutes, l'appareil tombe, jusqu'à l'impact. Il faudra attendre 2011 pour que les boîtes noires soient enfin récupérées au fond de l'Atlantique. Leur analyse confirme une terrible réalité, une succession d'événements techniques et humains, une chaîne d'erreurs, mais aussi des défaillances dans la formation et les procédures. Le crash du vol AF447 conduira à une profonde remise en question de la sécurité aérienne, remplacement des sondes, évolution des formations des pilotes, nouvelles recommandations internationales. Un drame humain avant tout. 228 vies brisées. Des familles marquées à jamais. Une nuit où la technologie, l'homme et la fatalité se sont croisés, laissant derrière elle l'une des enquêtes aériennes les plus marquantes de notre époque. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. Voilà, et c'était le dernier Grand News de l'année. J'étais ravi de passer toute cette année à vos côtés. Nous nous retrouvons bien sûr l'année prochaine pour d'autres nouvelles du monde, liées évidemment, comme toujours, à l'actualité. Permettez-moi de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, une très belle semaine en avance. Merci de nous rester fidèles et à l'année prochaine.